de notre société aujourd'hui? Oui, on a effectivement un double phénomène qui s'observe dans les autres sociétés occidentales. C'est un phénomène d'ultra-violence, donc c'est une augmentation en gradation des actes de violence, comme l'a dit Mady. Auparavant, un règlement de compte, c'était plutôt une joute verbale. Là, désormais, des gens sont capables de sortir un couteau, ce qui est impensable et ce qui était impensable il y a encore quelques années. Et puis, vous avez un phénomène de barbarisation, ce qu'il faut quand même bien dire. Il y a un chiffre qu'on donne souvent sur les questions liées au transport en commun en Ile-de-France, c'est 93% des agressions dans les transports en commun en Ile-de-France sont le fait d'étrangers. 63% des violences sexuelles et d'agressions contre les femmes sont le fait, dans les transports en commun d'Ile-de-France, sont le fait d'étrangers. Que s'est-il passé? On est à Paris dans un tram porte de Vanves, donc transport en commun en Ile-de-France. La personne qui a agressé ce fameux couple est une personne issue de l'immigration. Donc à un moment donné aussi, il y a plusieurs sujets. Il y a l'ultra-violence, mais il y a aussi cette barbarisation, le fait qu'il y a un choc culturel dans le pays, que des gens se baladent avec un couteau parce que c'est quelque chose qui peut paraître anormal pour beaucoup de Français, mais pour certains, une partie de notre société... C'est ce que disait le policier, qu'aujourd'hui, ces personnes-là, maintenant, sortent tous armés d'un couteau. Mais alors... La solution, c'est quoi? Il y avait eu une proposition à un moment donné d'interdire les... Enfin, on ne va pas interdire les couteaux. En fait, le problème, ça serait de se focaliser sur l'objet et non sur la personne. C'est-à-dire qu'en fait, se dire qu'il y a des attaques au couteau, donc on va réglementer davantage le port du couteau, etc. Peut-être, mais ça ne réglera pas le sujet. Le sujet, me semble-t-il, est double. Il y a un sujet de doctrine, c'est-à-dire quelle réponse vous faites à l'ensauvagement de la société, à l'ultraviolence et à la barbarisation. Par exemple, ce n'est pas normal que depuis les années 90, les agressions contre les personnes ont augmenté de 400% et que les peines de prison assorties ont augmenté que de 30%. Donc, c'est-à-dire que vous avez un nombre de peines de prison qui ont augmenté 10 fois moins vite que le nombre de la violence dans la société. Et puis le deuxième sujet, je suis désolé, c'est de prendre la racine du problème. Et là, en l'occurrence, il y a un sujet sur l'immigration. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ça fait pas plaisir à tout le monde de le dire, mais c'est un des sujets-là. Et donc, effectivement, en contrôlant davantage l'immigration, vous allez réduire le nombre d'attaques au couteau, 100 attaques au couteau aujourd'hui par jour dans notre pays. Alors, même si la personne qui a... Oui, c'était... Il y a un vrai problème sur François Bayrou parce qu'il veut prendre l'opinion publique à témoin en disant, d'un point de vue très martial, en disant il faut faire des sacrifices, etc., etc. Et il joue l'opinion publique contre les élites et notamment contre les parlementaires. Mais le problème, c'est que dans l'opinion publique, il est complètement désavoué. C'est le Premier ministre le plus impopulaire de l'histoire de la Ve République. Normalement, quand vous jouez l'opinion publique contre les élites, c'est que vous avez un soutien dans l'opinion publique. Or, François Bayrou n'a pas de soutien dans l'opinion publique. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement une situation... Il hérite d'une situation... Il n'y a pas que de sa faute. C'est ça. Il hérite d'une situation il se retrouve face à une problématique qui n'est pas simple du tout. Exactement. Il doit composer aussi avec le bilan d'Emmanuel Macron, qui est jugé sévèrement par les Français sur tout un tas de questions économiques, financières, budgétaires ou même sur les questions de sécurité. Mais aussi parce que François Bayrou a aussi fait des propositions, notamment sur les jours fériés, etc., où le message envoyé aux Français n'est pas le bon. Les Français ont compris, je pense, qu'il fallait faire, et notamment toutes les enquêtes d'opinion le montrent, qu'il fallait faire, que l'État devait réduire ce déficit public, qu'il y avait une attention à apporter au déficit public, à l'endettement, etc., des préoccupations qui n'existaient pas chez les Français il y a encore 15 ans. En revanche, ce que disent les Français à François Bayrou et à n'importe quel gouvernement, c'est à l'État de se serrer la ceinture. Ce ne sont pas aux Français, à ceux qui bossent, ceux qui travaillent tout le temps, ceux qui travaillent beaucoup plus que 35 heures, etc., de se serrer la ceinture. Et c'est ça, je pense, le hiatus qu'il y a entre François Bayrou et l'opinion publique, parce qu'il demande des efforts énormes aux Français, par exemple les 2 jours fériés aux Français, alors que c'est à l'État de faire des efforts, c'est à l'administration de moins dépenser. Alors, il a dit dans une dernière vidéo, il a assuré que même les gouvernements allaient faire des efforts, que leurs indemnités... D'accord en partie avec le constat de Gaëtan Maringo, mais je considère, et nous considérons, et on va sortir un rapport sur le sujet, sur le déclin de l'école, que la problématique de l'école n'est pas une problématique de moyens, c'est une problématique de philosophie ou de doctrine. C'est-à-dire que la France, quand on compare par rapport aux autres pays de l'OCDE, aux autres pays européens, dépense autant de son PIB pour l'éducation. 14% du PIB chaque année, c'est d'ailleurs le premier budget de l'État. Et l'éducation nationale, et on dit souvent ça, c'est le 6e plus gros employeur du monde. Il y a 1 million de profs dans notre pays. L'État dépense autant que les autres pays de l'OCDE pour les questions d'éducation. Pour autant, est-ce que nos résultats sont meilleurs? Est-ce que les élèves français font partie des meilleurs dans les classements PISA ou dans les classements TIMSS? La réalité, c'est que non. Et c'est ce que dit Joachim dessus, c'est que les élèves français, sur plein de sujets, le français
les mathématiques, les sciences, etc. font partie des plus mauvais. Ça, ce sont des chiffres. Mais il y a une réalité concrète. On a accueilli, par exemple, 70 000 élèves ukrainiens depuis le conflit en 2022. Il y avait eu un sujet très intéressant fait par Europe 1 en 2022 qui montrait que les élèves ukrainiens sont en mathématiques bien meilleurs que les élèves français. Bien sûr. Et ils trouvent que c'est trop facile de suivre en classe en France, alors que l'enseignement est délivré en français. Mais vous imaginez, il y a 20 ans, 25 ans, on pensait que les élèves ukrainiens seraient meilleurs que les élèves français. J'ai rien contre les élèves ukrainiens, bien évidemment, et c'est bien qu'ils soient dans notre école. Mais aujourd'hui, le déclin de l'école est tel. Mais c'est un sujet qui n'est pas un sujet de moyens. Le niveau de maths se trouve entre le Kazakhstan et le Monténégro. Exactement. Et ça a une traduction très concrète. Ensuite, la question de fond, c'est pas une question. Donc, comme je dis, c'est pas une question de moyens. C'est pas une question de moyens. C'est une question de philosophie. Et un des problèmes de la philosophie, c'est que depuis 40 ans, notamment depuis la fameuse loi Jospin, et puis Chevènement, etc., c'est qu'on a introduit ce qu'on appelle l'égalitarisme, c'est-à-dire le nivellement par le bas de l'école. On a considéré, parce qu'il y a eu des travaux de sociologues qui disaient que c'était mieux dans une classe pour élever le niveau d'une certaine façon, entre guillemets, qu'il fallait justement qu'on arrête les groupes de niveau, parce qu'en fait, en mettant des groupes de niveau, en fait, on tirait les meilleurs vers le bon, et qu'en fait, les moins bons étaient moins bons. Et en fait, on a nivelé vers le bas en baissant le niveau des meilleurs pour les rapprocher des moins bons. Et ce sujet de philosophie, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les élèves français sont malheureusement les pires d'Europe. Et c'est un vrai problème en termes de conséquences pour l'employabilité des jeunes, pour le niveau de notre économie, etc. On va remercier Gaëtan Marengo d'avoir été avec nous, professeur d'histoire géo, porte-parole du collectif Les Stylos Rouges. Merci à vous. On va parler à présent de la situation à Clermont-Ferrand. Mathieu Hoc. Tout à fait, dans un message politique, en plus à des fins qui est en plus terroriste. Et surtout, moi ce qui m'a marqué, c'est là où je me dis on marche sur la tête, c'est que au Royaume-Uni, ils sont au tribunal pour ça en fait, pour apologie du terrorisme. Comment des organisateurs peuvent ne pas interdire un groupe des artistes qui sont justement en procès pour apologie du terrorisme? Ça paraît complètement fou et complètement ubuesque. Mais j'aimerais aussi pointer, il y a la responsabilité, vous avez raison de dire qu'il y a la responsabilité des organisateurs, mais il faut aussi pointer une autre responsabilité, ou en tout cas poser une question, c'est sur le reste des autres artistes. Vous savez, moi je suis un grand passionné de foot, au foot, quand vous avez des chants racistes ou des cris racistes dans un stade de foot, c'est toute l'équipe, d'ailleurs c'est même les deux équipes qui se retirent du terrain en soutien à la personne qui est victime de racisme. Pourquoi les autres artistes, justement, ne se désolidarisent pas en annulant leur participation au festival Rock en scène, ne se désolidarisent pas de ces personnes-là? On pourrait aussi vous avez raison, vous avez absolument raison. De ce milieu-là un soutien à la communauté juive, un soutien, même au-delà de la communauté juive, un soutien tout simplement à des gens qui sont sur une logique, justement, à être contre des gens qui propagent la haine d'Israël. On peut aller beaucoup moins loin que ça. On se souvient que cet été, un autre artiste qui lui propage uniquement des messages d'amour sur scène. Il n'y a aucun message politique. Sortez-moi une chanson d'Amir dans laquelle il met en avant un message politique. Jamais. Et c'est ce deux poids deux mesures qui est insupportable. Et cet artiste qui devait se produire sur scène... alors, heureusement, il n'y a pas eu d'interdiction, mais d'autres artistes avaient appelé à le boycotter. Exactement. Parce qu'il est israélien, tout simplement, en disant qu'il était militaire israélien. Il a simplement fait son service militaire comme tous les Israéliens. Tout Israélien. Et là-dessus, il était boycotté, alors que c'est un artiste qui, lui, pour le coup, n'affiche pas ses idées sur scène, qui n'est là uniquement que pour faire son travail d'artiste, pour chanter, et propager des messages de paix et d'amour. Tout à fait. Et même on se souvient aussi de l'Eurovision aussi. Évidemment. Oui, l'Eurovision, la chanteuse de l'Eurovision. C'était pas en France, effectivement. Oui, c'était pas en France, mais on peut aussi attendre de la même façon une solidarité du milieu culturel aux artistes de confession juive ou israéliens, parce que justement ils se font agresser, insulter, siffler, etc. On avait la même question. De l'État de Palestine, et ça commence à faire beaucoup. En effet, et surtout que ça fait beaucoup, et surtout c'est contraire avec l'histoire de la République. Il faut quand même rappeler très rapidement que la République naît à la fin du XVIIIe siècle, naît avec l'émancipation des Juifs. L'une des premières mesures de la République, c'est l'émancipation des Juifs, donc c'est d'accorder la citoyenneté aux Français de confession juive, donc à la différence de l'Ancien Régime. Et donc effectivement, la République, quand on défend les principes républicains, il y a au cœur de ça la lutte
contre l'antisémitisme. Et effectivement, il y a une sorte un peu d'état de droit qui ne protège plus, je pense, suffisamment les Français de confession juive. J'en veux pour preuve un chiffre quand j'ai préparé cette émission qui m'a marqué, je ne pensais pas cela. Il y a eu donc depuis le 7 octobre plus de 3000 actes antisémites à peu près, un peu plus d'ailleurs. Plus de 3000 actes antisémites. Savez-vous combien il y a eu d'enquêtes ouvertes par le ministère de la Justice ? 260 selon un article de La Croix. Vous vous rendez compte, 260 enquêtes pour antisémitisme alors que les actes explosent. Et combien de condamnations ? Pour l'instant, ça se compte sur les doigts d'une main, même pas. Donc c'est aussi ça aussi le sujet, parce que quand il n'y a pas de réponse de la justice, c'est comme toutes les questions de sécurité, ça crée de l'impunité. Et l'impunité, ça crée de la récidive. Allez, dans un instant, on va s'intéresser à une enquête. Mehdi a très raison de soulever un point qui est essentiel, c'est la question des pays d'origine. Il faut vraiment, et on ne le dit pas assez souvent, et là il faut pointer du doigt la responsabilité des pays africains notamment. L'Afrique a reçu l'équivalent de 4 fois le plan Marshall en aide publique au développement depuis les indépendances. Les pays africains, dans les années 60 à la décolonisation, avaient des PIB par habitant supérieurs à des pays comme la Corée du Sud, comme le Vietnam, comme la Thaïlande, des pays comme ça. Et pour autant, on voit aujourd'hui que la Corée du Sud, par exemple, est entre 8 à 15 fois plus riche que la plupart de tous les pays africains. Et c'est un véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, des gouvernements locaux détournent l'aide publique au développement et effectivement entretiennent la misère. Ensuite, après, il y a un autre point qui est, là, ça, c'est le point sur les pays africains, mais il y a un point de responsabilité, c'est les peuples européens aujourd'hui et le peuple britannique comme le peuple français ont la sensation de subir l'immigration et de ne pas la contrôler. Et ça s'illustre par plein de choses. Il y a effectivement la question européenne, mais vous avez raison de soulever toutes ces associations pro-migrants subventionnées par l'État. Il y a aussi l'aide juridictionnelle, c'est Amine Elbaï qui intervient souvent sur votre antenne, qui avait soulevé aussi ce lièvre. C'est donc des avocats qui se font de l'argent sur l'aide juridictionnelle, donc c'est-à-dire l'aide qu'apporte l'État à des migrants, alors que cette aide-là, la plupart des Français moyens n'y ont pas accès, pour justement dans le cadre de procédures très longues, 1, 2, 3 ans de contentieux administratif. Et aujourd'hui, cela embolise tous les services administratifs. Il faut savoir quand même que près de 40% du contentieux administratif en France est lié à la question des OQTF. Donc c'est aussi tout un système économique qu'il faut attaquer. Donc les pays d'origine, oui, l'Union européenne, évidemment, mais également aussi notre fonctionnement interne, parce que notre politique migratoire aujourd'hui ne permet pas aux Français d'avoir le contrôle. Alors il y a aussi la question de cet accord dont on parlait, Alain Bensoussan. Ça fait un mois maintenant, un mois que ce nouvel accord sur notre territoire, Mathieu Hoc. Oui, on a aujourd'hui, dans le narcotrafic, il faut bien avoir en tête que le narcotrafic s'est complètement reconfiguré depuis notamment la crise sanitaire. Il y a plusieurs choses qui l'expliquent. Un, c'est le fait que structurellement, le prix de la cocaïne notamment a tellement baissé qu'aujourd'hui, le produit est donc on est passé de 60 € le gramme à 50 € le gramme en moyenne à peu près, et que le produit est devenu beaucoup plus disponible pour un certain nombre de catégories sociales. Et c'est pour cela aujourd'hui que dans les mers, dans les villes rurales, dans les villes périphériques, etc., on consomme aujourd'hui de la cocaïne, ce qui n'était pas le cas auparavant parce que c'était une drogue plutôt dite de riches. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça a permis de reconfigurer les réseaux les réseaux de narcotrafic vers les territoires ruraux. Et puis on a une deuxième mécanique, c'est une mécanique qui est transnationale. Aujourd'hui, les routes de la drogue, notamment, sont complètement en France et notamment au niveau européen, sont complètement structurées. C'est-à-dire que vous avez 3 voies d'acheminement de la drogue aujourd'hui en France. La première, c'est ce qui va la route du Moyen-Orient vers les Balkans, puis ensuite après vers la France par Strasbourg. La deuxième, c'est par le sud, donc par Maroc, donc pour le cannabis, Maroc, Espagne et France. Et puis ensuite après, la troisième, et c'est pour cela que Bruno Retailleau s'est déplacé dans les Antilles, c'est le passage par la Martinique et la Guyane et par la Guadeloupe et l'acheminement de la cocaïne venant d'Amérique latine vers la France. Et on voit bien aujourd'hui que le narcotrafic, ce sont véritablement des réseaux, une économie mafieuse qui ensuite après se structure dans les quartiers difficiles, se structure dans les territoires perdus de la République et installe une contre-société avec des moyens quasiment de police, entre guillemets. Ce sont eux qui font la loi, mais également des moyens socioculturels. C'est eux qui mettent à l'agenda certains codes culturels. C'est eux qui, effectivement, comme vous l'avez dit, organisent des fêtes, organisent même des concerts, etc. Et c'est ça le sujet. Jules Laurent. Sur cette question du narcotrafic, il faut absolument que l'État soit capable de faire tomber